H2O, la formule chimique la plus célèbre sans doute, un élément banal que tout le monde connaît, qui ne semble pas spectaculaire. Nous sommes très loin des ovnis, très loin des EMI, très loin de la médiumnité. L'eau semble couler de source, mais au-delà de cette apparente simplicité, l'eau est un mystère. Et notamment la qualité de l'eau pose problème. Sujet majeur de société, sujet majeur de santé. Pour nous aider à y voir plus clair, pour comprendre la qualité de l'eau, nous allons nous interroger sur tout cela tout de suite avec Benoît Saint-Giron, auteur et consultant. Les chemins d'inexploré, c'est tout de suite. Bienvenue. Aujourd'hui, les changements s'accélèrent et il devient urgent d'éveiller les consciences. J'ai voulu interroger des personnalités qui vont vous faire découvrir des phénomènes troublants qui devraient stimuler votre curiosité et votre désir de suivre les chemins de l'inexploré. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, comme convenu, nous parlons aujourd'hui de la qualité de l'eau. Notre invité, Benoît Saint-Giron, qui est l'auteur de cet excellent livre plein d'humour et d'informations très instructifs, La qualité de l'eau. Bonjour, Benoît. Bonjour Philippe. Alors, merci d'avoir accepté cette invitation parce que ça semble très très banal, l'eau. On est loin de tous les mystères qu'on a pu évoquer à travers ces émissions. Et pourtant, c'est quand même la base de la vie. Vous aviez, je crois même, été interrompu dans une conférence par un interlocuteur qui disait, mais il n'y a pas d'énergie dans l'eau. En fait, il n'y a rien. Alors, c'est quoi? Il n'y a rien dans l'eau? Il n'y a pas d'énergie? Alors c'est amusant, oui, comme anecdote. Je préparais en fait une conférence pour Alternativa à Genève. Et puis un des interlocuteurs, effectivement, me dit, mais vous racontez des conneries, il n'y a pas d'énergie dans l'eau. Je dis, ah bon, il n'y a pas de protons, il n'y a pas d'électrons. Bon, ben, il a préféré partir que de continuer la discussion. Le terme énergie, ça ferait plaisir à tous les sceptiques si on laisse planer le côté ésotérique inexpliqué. Pas de bol avec l'eau. L'énergie de base, il y a différents types d'énergie. On en reparlera, je pense, un peu plus tard. Mais l'énergie de base de l'eau, c'est protons, électrons. Donc, c'est le B à bas scientifique. Ça se mesure avec deux électrodes. Et donc, il n'y a pas grand-chose à dire par rapport à ça, sinon qu'effectivement, bah, dans les eaux du robinet traité au chlore ou dans un certain nombre d'eaux très minéralisées ou fortement minéralisées, ben, on n'est pas sur des bons caractères énergétiques parce qu'on va se retrouver avec des eaux ayant peu de protons et peu d'électrons. Et ça, évidemment, c'est problématique parce qu'on est, on est tous faits d'énergie, tout est énergie, disent les physiciens quantiques où tout est information, c'est une autre manière de voir les choses. Mais globalement, si on consomme des aliments et de l'eau qui ne nous apportent pas de l'énergie, voire pire, qui va nous en pomper, eh ben, à terme, on a quand même un certain nombre de problèmes de santé. Hmm. Justement, je pense que tous ceux qui nous écoutent consomment soit de l'eau du robinet, soit de l'eau en bouteille, en pensant que l'eau du robinet, après tout, elle est saine. Il y a des mesures, il y a quand même une garantie. C'est très chiffré, c'est très surveillé. Et puis l'eau en bouteille, on peut en trouver des excellentes. Euh, et pourtant, les deux, dans votre livre, vous dites que c'est peut-être pas aussi net que ça. Alors évidemment, on ne peut pas généraliser. Il peut encore se trouver en France ou en Europe de bonnes eaux du robinet. Dans ce cas-là, elles ne seront pas traitées au chlore, par exemple. Il y a encore des communes qui ont recours à l'UV. Alors l'UV, ce n'est pas idéal, mais c'est quand même nettement moins impactant que le chlore. Il faut bien comprendre que le chlore est un oxydant majeur. Donc, à partir du moment où on a du chlore dans l'eau, on va avoir une eau forcément oxydée. Et puis, on est obligé d'avoir une eau alcaline parce que si l'eau était acide, on attaquerait la tuyauterie. Donc, on est obligé, de par la législation, d'avoir des eaux alcalines qui n'attaqueront pas les tuyaux en métal. Bon. Et donc, malheureusement, alcalin, ça signifie moins de protons, moins d'énergie magnétique. Hein. On pense souvent équilibre acido-basique. On est en acidose, il faut prendre des aliments alcalins pour aller mieux. En fait, ça, c'est une incompréhension totale, puisque ça méconnaît l'effet tampon de l'organisme. Si vous voulez créer un effet alcalin dans l'estomac, qu'est-ce qu'on prend le matin? On prend du jus de citron. Donc, on prend du jus de citron très acide pour obtenir un effet alcalin. Donc, il ne faut pas confondre alcalin et alcalinisant ou acide et acidifiant. Donc, alcalin, ça veut dire moins de protons, moins d'énergie magnétique, aucun intérêt.
Bon, par contre, voilà, on est obligé d'avoir ça pour la protection de la tuyauterie. Moi, je ne reproche pas du tout au pouvoir public de faire leur boulot. Ils ont des normes à suivre, ils les suivent, la plupart du temps très correctement, mais ce sont des normes de protection à minima, l'objectif étant essentiellement de limiter les bactéries, pas dans l'eau qui part, mais dans l'eau qui arrive, en ayant passé par des conduites d'eau qui ont des fois plus de 60 ans. Et donc, il y a une nécessité d'éviter la prolifération microbienne. Bon. Même chose en ce qui concerne l'énergie de l'eau. Ça ne sert à rien de dynamiser l'eau avant de la balancer dans des conduites de dizaines de kilomètres avec des angles droits tout azimut. L'eau, elle arriverait forcément complètement lessivée. Bon. Donc, aucun souci par rapport à la technique. Moi, ce que je leur reproche, c'est le marketing pour faire croire derrière que leur eau est d'excellente qualité, alors qu'au final, elle n'est que potable. Et quand j'entends dire l'eau du robinet, elle est écologique, il faut savoir de quoi on parle. Soit on parle, comme d'habitude, des économies d'énergie du système, préserver l'environnement, la biodiversité, c'est très bien, mais l'écologie, la véritable écologie, oikos, maison, habitat, logos, discours, c'est est-ce que mon environnement est optimisé pour ma santé et ma vitalité. Et de ce point de vue-là, une eau chlorée, donc oxydante et alcaline, donc peu d'énergie magnétique, qui se retrouve, selon la bioélectronique Vincent, quand même la référence de quasiment tous les experts en eau, sur le terrain des cancers, des virus et des vaccins, ben, je n'appelle pas ça, moi, une eau écologique. Bon. Et au niveau des eaux en bouteille, alors là, c'est encore plus clair. Les eaux en bouteille plastique, évidemment, ne sont pas écologiques, mais des deux niveaux. Premier niveau, gaspillage plastique. Évidemment, on essaye maintenant tous de limiter l'usage des bouteilles plastiques qu'on balance derrière. C'est complètement absurde de faire venir aussi des eaux en bouteille, les grosses bonbonnes dans les entreprises par camion, je veux dire, alors qu'on a tous chez soi une eau potable qu'on peut assez facilement filtrer et dynamiser pour avoir ailleurs, par derrière de bien meilleurs paramètres énergétiques. Parce qu'il y a une autre problématique avec les eaux minérales, c'est leur teneur en minéraux. Alors, l'Académie de médecine nous dit les minéraux, c'est bon pour la santé. Oui, les minéraux des végétaux sont bons pour la santé. Les minéraux des eaux sont inassimilables ou très mal assimilés par l'organisme puisque nous sommes hétérotrophes. Nous, pour nos végétaux, il faut passer par les végétaux. Nous ne sommes pas en capacité d'assimiler correctement les minéraux des eaux, sinon on lècherait des cailloux. On ne lèche pas de cailloux. Et donc, il faut également se méfier de la teneur minérale. Alors, en aliments plaisir, je parle d'aliments selon la définition de l'OMS. L'OMS ne spécifie pas les minéraux, les eaux minérales comme étant des eaux de boisson. On considère que ce sont des aliments parce que justement, il y a des minéraux dedans et qu'il va falloir plus ou moins les traiter, plus ou moins bien, et puis surtout les éliminer via un surtravail des reins. Bon, buvez, éliminer. Quelque part, la publicité avait raison. On a cru que c'était l'élimination des graisses. Pas de bol, c'est l'élimination des minéraux. Il y a donc un surtravail des reins. Donc attention également aux minéraux. En eau de plaisir, il n'y a pas de problème. En eau de consommation courante, elle devrait être globalement légèrement, faiblement minéralisée. Ou bien alors, il faudrait qu'on retrouve des minéraux sous forme un peu colloïdale, comme on a à la source au Griffon, où là, on a des eaux qui apportent naturellement de l'énergie. Alors, vous avez mentionné la bioélectronique Vincent. Est-ce que vous pourriez préciser de quoi il s'agit? C'est une unité de mesure concernant l'eau? C'est une échelle? Comment ça fonctionne? Et d'où ça vient? Alors, je viens de publier un article sur le blog ce matin sur la bioélectronique, inventé par Louis-Claude Vincent, qui a une cinquantaine d'années, même un peu plus, avec le docteur Jeanne Rousseau, pharmacienne. C'est la référence de quasiment tous les experts en eau parce que ça donne des références assez claires et assez précises avec un bioélectronigramme sur lesquels on va placer les différentes eaux, mais également les différents aliments, parce que ça va bien au-delà de la mesure électromagnétique des eaux. Ça montre aussi la différence entre, par exemple, un aliment de l'agriculture biologique
et un aliment de l'agriculture productiviste. On voit qu'à chaque fois, on a une évolution vers plus alcalin, donc moins d'énergie magnétique, et plus oxydé, c'est-à-dire moins d'énergie électrique. Les deux mesures, c'est ça. En abscisse, on a le pH, potentiel hydrogène, pour mesurer le côté acide ou alcalin, hein, pH inférieur à 7, acide, pH supérieur à 7, alcalin, plus ou moins d'énergie magnétique. Et puis, on a en ordonnée le taux d'oxydoréduction, savoir si un aliment ou une eau est oxydante, c'est-à-dire va nous pomper des électrons, ou antioxydante, c'est-à-dire va nous apporter des électrons et lutter contre les radicaux libres. Donc, ça peut être très complexe, la bioélectronique, parce qu'il y a d'autres mesures, il y a certains bouquins qui sont totalement hermétiques, mais les deux mesures de base, c'est ça, et ça permet immédiatement de voir si on se fait du bien en mangeant des aliments naturels ou si on se fait nettement moins de bien en mangeant des aliments industriels raffinés. Il y a très peu d'aliments alcalins, par exemple. Il y a le sucre blanc 100% saccharose, il y a le lait pasteurisé UHT. Donc deux belles saloperies. Le lait cru n'aurait pas les mêmes paramètres. Le sucre intégral biologique n'aurait pas du tout les mêmes paramètres. Et on voit aussi les évolutions entre les eaux à la source au naturel et puis les eaux en bouteille, parce que le stockage, évidemment, l'embouteillage, le stockage, évidemment, perturbe les paramètres et fait que les eaux deviennent à nouveau plus alcalines et plus oxydées. Hmm. Il y a aussi un mythe auquel vous réservez un sort dans ce livre, c'est le mythe de l'eau pure. Qu'est-ce que c'est l'eau pure? C'est quoi? C'est une invention marketing? C'est un fantasme de notre époque qui veut tout purifier? Alors, la perfection est comme l'eau, disait Lao Tzu dans le Tao Te Ching. Bon, il faisait référence certainement aussi à l'eau pure. L'eau pure, on la retrouve dans tous les mythes fondateurs, dans toutes les religions. Par contre, d'un point de vue scientifique, l'eau pure, effectivement, n'existe pas, puisque l'eau est le solvant, un solvant majeur, le plus beau solvant que nous puissions avoir. Et donc, elle va forcément récupérer rapidement des minéraux. Et donc, immédiatement, même avec dans un laboratoire, on a beaucoup de mal à étudier. On ne peut pas étudier de l'eau pure. Il y a forcément H2O plus autre chose. Donc ça, c'est le côté physico-chimique. L'eau pure n'existe pas. Si on vous promet de l'eau pure au travers d'un filtre, c'est probablement un abus de langage. Le meilleur système pour obtenir une eau pseudo-pure, c'est la distillation, mais la distillation est un procédé très artificiel qui est très éloigné de l'évaporation naturelle de l'eau et qui est donc pas du tout recommandé parce que au-delà de la pseudo-pureté, il y a aussi les paramètres énergétiques et de ce point de vue-là, l'eau distillée est absolument catastrophique. Bon. Maintenant, on n'aura jamais d'eau pure avec les autres systèmes de filtration. Au-delà du distillateur, c'est l'osmose inverse qui, là, pour le coup, est recommandé par la plupart des experts en eau. Moi, je mets un bémol. En fait, ça peut être très intéressant, l'osmose. Ça dépend en fait de sa configuration. Si on est en maison, en appartement, si on est seul ou si on est en famille, on n'aura pas forcément la même proposition de solution de filtration. Il faut prendre un petit peu de recul. Il y a quand même beaucoup de choses maintenant qui existent et ne jamais se précipiter sur un revendeur d'une solution unique en porte-à-porte parce que là, c'est le meilleur moyen de se faire avoir. Il faut toujours avoir du choix et avoir du recul pour prendre la meilleure solution, c'est-à-dire celle qui nous convient et qui convient à notre budget. Hmm. Ce qui m'a aussi intéressé dans votre livre, et ça va surprendre un certain nombre de nos auditeurs, c'est le sort, pas le sort, mais ce que vous dites sur Emoto. Beaucoup citent les travaux d'Emoto comme étant l'exemple même avec ces beaux cristaux sensibles aux intentions positives. Et puis lorsqu'on passe de la musique agressive ou des mots agressifs, la structure de l'eau se désagrège complètement. Est-ce que vous pouvez ainsi parler de ces travaux d'Emoto? Est-ce qu'on peut les compter sur eux pour indiquer la qualité de l'eau? Alors, malheureusement pas, pour plusieurs raisons. Alors, Emoto, il faut bien comprendre, n'était pas un chercheur dans le sens classique du terme, c'était un artiste.
C'est-à-dire que si on fait de la cristallisation sensible, d'un point de vue scientifique, on va éliminer les 10% des plus beaux résultats et les 10% des moins beaux résultats, de manière à avoir une étude statistique à peu près fiable. Emoto sélectionnait ces clichés pour ensuite les mettre dans ses livres. Et puis, il y a eu énormément de marketing à propos des motos. C'est bien qu'on retrouve ces photos absolument partout pour n'importe quel dispositif. Alors, ça, c'est la problématique des tests biologiques qui permettent de mesurer justement une énergie un peu plus subtile qu'on n'a pas forcément en bioélectronique avec les deux paramètres de base. Mais par rapport à une eau du robinet chlorée catastrophique d'un point de vue énergétique, vous prenez n'importe quelle solution de filtration ou de dynamisation, vous aurez de meilleurs résultats. Donc, nécessairement, de meilleures photos de cristallisation sensible. Donc, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qu'il faudrait faire, c'est des tests biologiques entre différents types de filtration et différents types de dynamisation. Et là, on verrait ce qui fonctionne bien et ce qui fonctionne mieux. Alors ça n'est pas fait. Aucun laboratoire ne lance ce genre de test, puisque l'énergie de l'eau, ça dérange beaucoup de monde, et donc jamais personne ne fera ce genre d'études. Il faut faire preuve de bon sens, il faut demander à voir les schémas des appareils. On se rend bien compte, c'est assez facile à comprendre que si on a un dispositif avec un tourbillon dans l'eau, il sera moins bon que celui qui a 21 principes de dynamisation dans le tourbillon. Bon, ça ne veut pas dire que le budget ne sera pas le même non plus, donc on peut très bien partir sur simplement le tourbillon, mais les tourbillons de force centrifuge qui va disperser l'énergie ou de force centripète qui va accumuler l'énergie. Ce n'est pas juste le tourbillon, c'est la forme du tourbillon, c'est la durée du tourbillon. Ce n'est pas parce que l'eau fait un toboggan en sortie d'un robinet qu'elle va être dynamisée aussi correctement que si vous avez une cruche à vortex dédiée qui va tourner pendant 3 ou 7 minutes. Donc, après le résultat, on aura toujours une amélioration énergétique de l'eau, ça c'est clair. Maintenant, le résultat en bouche, il ne sera pas forcément le même. J'ai eu la chance pendant 2 ans dans une arcade à Genève de faire des tests sur une dizaine d'appareils différents. Je n'avais pas les mêmes résultats. Au niveau du marketing, tous les produits étaient excellents. Ça, il n'y avait pas de problème. En faisant les tests, on avait de plus ou moins bons résultats selon les dispositifs. Et c'était quand même plus ou moins relatif aussi à leur budget, à leur coût. Il y avait quand même une certaine cohérence, hein. En tout cas en boutique, parce que vous avez des systèmes de filtration qui sont vendus à plus de 2 000 €, alors que c'est du charbon actif de base qui devrait coûter normalement 500-600 € au maximum. Donc, à nouveau, il faut vraiment faire la part des choses entre les données de base, même pas du fabricant, mais de quelqu'un qui s'y connaît un minimum. De toute façon, il n'y a pas 36 systèmes de filtration qui existent. C'est toujours une base de charbon actif. Et puis après, le côté pratique, parce que je peux avoir pareil le meilleur système de filtration au monde, et puis me retrouver avec de l'eau stagnante dans un réservoir à température ambiante. Et là, il n'y a plus de chlore. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un développement bactérien. Donc là, il y a notamment un fabricant américain qui se présente comme faisant les meilleurs filtres au monde, les plus durables, etc. Le filtre, je dis rien, sauf que, bon, d'après leur site, ça rend l'eau plus alcaline. Donc, on l'a vu, ça n'a aucun intérêt. Mais le filtre, pourquoi pas, admettons qu'il soit aussi bon qu'ils le prétendent. Le problème, ce n'est pas le filtre, c'est le réservoir derrière. On a un énorme réservoir en inox, certes, mais réservoir tout de même, température ambiante, développement bactérien. À la limite, la carafe Brita, ça coûte moins cher, on peut la mettre au frigidaire vide pour éviter le développement microbien. Parce qu'attention, il suffit d'une micro-gouttelette pour tout contaminer. Donc, nettoyer parfaitement, il restera toujours un petit peu d'eau. S'il n'y a pas de chlore pour défendre cette eau-là, à température ambiante, en quelques jours, elle développe les bactéries. Donc, ce n'est pas méchant non plus, ces bactéries-là. Il faut raison garder. On a 38 000 milliards, je crois, au dernier recensement, bactéries dans notre microbiote. On n'aura jamais du E. coli ou des choses problématiques liées aux animaux. Mais il y a une contradiction à filtrer son eau sans bactéries, puisque chlorée, pour au final, à la fin, retrouver des bactéries. Il y a quelque chose là qui ne joue pas. Donc, presque plus important que le filtre,
c'est qu'est-ce qui se passe derrière? Qu'est-ce qu'on fait de cette eau derrière? Est-ce qu'il y a un récipient plus ou moins grand? Est-ce qu'il y a une dynamisation dans le bac? La plupart des solutions du gros commerce n'ont strictement rien côté dynamisation. Et c'est là qu'il y a vraiment quelque chose d'important à faire en deuxième temps. Un, on filtre. Deux, on remet de l'énergie de manière à ce que cette eau puisse ensuite se défendre naturellement contre les bactéries. Hmm. Autre mythe tenace dont on entend souvent parler, c'est la dynamisation de l'eau. Certains secouent les bouteilles, d'autres essayent de créer des vortex, d'autres uniquement mettent des mots positifs pensant que ça suffit à dynamiser. C'est quoi vraiment la dynamisation de l'eau et une bonne dynamisation de l'eau? Voilà, c'est plutôt cette deuxième partie, parce que dynamisation, ce n'est pas un mythe. Il suffit de faire n'importe quelle approche de dynamisation et on constatera en bouche une eau beaucoup plus douce et agréable à boire, plus hydratante. Et puis, via la cristallisation sensible, donc les photos des motos, on verra aussi une différence. Il y a d'autres tests biologiques, il y a pas mal de choses qui sont faites. Quand on multiplie les tests, on a a priori quelque chose d'intéressant. Mais à nouveau, par rapport à de l'eau chlorée du robinet, il ne faut pas fonder sa décision sur le résultat des tests, parce qu'à nouveau, n'importe quel système, à peu près tous les systèmes de dynamisation qui tiennent la route vont présenter une amélioration nette en termes biologiques. Bon. Après, c'est au niveau de la synergie et de la compréhension du système, je dirais, qu'il faut choisir. Quand vous avez des annonces de filtres avec dynamisation, mais aucun schéma, ce n'est pas très bon signe. Le minimum, ça va être de placer des pierres dans le système de filtration, ça, ou des substances vitalisantes. Ça c'est le b.a.-ba. Ça se fait assez communément, même pour des filtres assez bon marché. OK. Personnellement, je suis plutôt pour le mouvement. C'est-à-dire, je reprends l'approche de Schauberger, copier la nature, comprendre, copier la nature. Bon, dans la nature, dans les rivières, l'eau est en permanence en vortex, multiples vortex, à nouveau de force centripète qui accumule l'énergie. Centrifuge, donc, est la force d'explosion, centripète d'implosion. Bon. Apparemment, une expérience a été menée. On a mis des polluants dans une rivière. 3 km plus bas, il n'y avait plus de polluants, plus de traces de polluants. C'est via le mouvement de vortex, notamment dans les rivières. On est très loin quand même donc, des canalisations à angle droit dans une rivière. Bon, donc comme on a les canalisations que nous avons, on ne va pas changer toutes les canalisations de France. Ce n'est pas a priori à l'ordre du jour de notre gouvernement. Ils ont d'autres priorités en ce moment. On va, nous, essayer, une fois qu'on a récupéré l'eau au robinet, on la filtre toujours idéalement, puis ensuite, on va le faire brasser. Donc, j'aime bien effectivement le mouvement de vortex et la cruche à vortex. Il y a plusieurs modèles qui existent, mais le modèle danois me semble être le meilleur rapport qualité-prix. Pendant 3 minutes, ou pendant 7 minutes, parce qu'à nouveau, il faut un laps de temps donné, il faut une certaine fréquence de rotation. Il y a eu énormément de tests qui ont été faits pour trouver les bonnes fréquences. Il ne fallait pas que l'énergie soit trop puissante non plus derrière. Donc au départ, ces premières cruches étaient trop fortes. Quand on buvait l'eau, on sentait trop d'énergie. Il y avait des ballonnements ou d'autres choses. Donc il a limité, il a modifié un peu justement la fréquence et la durée, tous des ajustements subtils. Et au final, voilà, on a une eau objectivement beaucoup plus agréable. Moi, j'ai même utilisé ce dispositif pendant 6 mois à Genève sans aucun filtre. J'arrivais à avoir une eau agréable à boire. Et puis, au-delà du mouvement de vortex, on peut combiner. On peut justement mettre un peu de magnétisme, même si, a priori, je ne suis pas forcément un fanat du magnétisme en traitement unique énergétique de l'eau. Je serais plutôt pour du magnétisme dans une optique de gestion intelligente du calcaire. Ça, c'est pour une maison principale. Mais on va avoir des minéraux, on va avoir des roches, on va avoir des céramiques informées.
Et puis, on peut avoir plusieurs types de vortex. Donc, à l'heure actuelle, le dispositif le plus complet, c'est le biodynamiseur, avec 21 principes de dynamisation. Il est sorti l'année dernière. Mais ça, ce n'est pas possible généralement en appartement. Donc, en appartement, là, on part plutôt sur de l'osmose inverse en technique de dynamisation. Et là, le meilleur dispositif, comme en osmose, généralement, on a un réservoir, c'est d'avoir une dynamisation dans le réservoir, de manière à apporter en permanence, tant que l'eau est stagnante dans le réservoir, une énergie qui va permettre à l'eau d'éviter la prolifération microbienne et puis se charger en énergie positive. Donc ça, c'est les électrodes, c'est l'approche de Marcel Violet. Donc on a Victor Schauberger plutôt sur le mouvement de la nature, et puis on a Marcel Violet, Bignan, procédé Bignan-Violet pour ce qui est électrode, récupérer l'énergie cosmique avec ou pas un condensateur à cire d'abeille. On a la petite valisette olidine qui permet aussi de créer des oligo-éléments à l'état naissant avec une vingtaine d'oligo-éléments sur un socle. Donc ça, c'est quelque chose de séparé comme principe de dynamisation. Et puis, on a donc des osmoseurs maintenant qui intègrent l'électrode dans le réservoir. Et puis, on a encore une autre catégorie d'énergie avec les eaux thérapeutiques. Je pense typiquement aux eaux ionisées alcalines ou à l'eau hydrogénée. Alors là, il faut bien faire la différence parce que les eaux ionisées alcalines, on était sur des appareils à 3 000 à 4 000 € qui, pour avoir un côté antioxydant, donc rajouter des électrons, devaient être très alcalines. Donc, on avait un pH au-dessus de 9, 10, 11. Ça, c'est énorme. Et d'un point de vue thérapeutique, c'était effectivement une eau très spécifique qui, ponctuellement, pouvait être intéressante. Vous avez un cancer, vous avez tout intérêt à prendre ce type d'eau pour aider, notamment vis-à-vis de la chimiothérapie. Bon. Une eau du robinet alcaline et oxydante, type eau du robinet, on est sur le terrain des cancers, des virus et des vaccins. Une eau alcaline antioxydante, on est sur le terrain des bactéries. Bon. Donc, il y avait une eau très spécifique. Donc, prendre ça sur un laps de temps donné, ça ne pose pas de problème. Prendre un verre d'eau par jour, ça ne pose pas de problème. Prendre ça tous les jours en ondes de consommation courante, il y avait un risque de modifier son terrain. Bon. Et donc, de développer des pathologies infectieuses. L'eau hydrogénée fait la même chose. Donc, on est sur une eau bien très antioxydante au niveau des meilleurs aliments haute vitalité, les graines germées, les algues, les lactofermentés, etc. Mais ne touche pas au pH. Donc là, c'est intéressant parce qu'on a une énergie de dingue au niveau électrique et on ne modifie pas le pH, donc on n'a pas de nocivité rapportée pour cette eau, qui est donc l'eau la plus antioxydante au monde, qui se boit très bien. C'est de tous les tests que j'ai faits dans notre arcade de Genève, c'est celle qui, pour certains commentaires, ouvrait tous les chakras. Enfin, il y avait vraiment, dès la première gorgée, on sentait quelque chose. Moi, j'ai toujours senti effectivement bien se disperser dans l'eau du corps, vraiment une excellente hydratation qui va jusqu'aux cellules d'ailleurs. Et ça lutte contre les radicaux libres, mais ça ne touche pas aux bons radicaux. Parce qu'attention, là, c'est pareil. Il y a des mauvais, puis il y a des bons radicaux. Donc, il ne faut pas tout éliminer d'un coup. Donc, voilà un petit peu les différents types d'énergie. Après, Masaru Emoto plaçait des mots sur les récipients ou faire écouter de la musique. Ben oui, il va forcément y avoir une influence puisque l'eau changerait de structure 1000 milliards de fois par seconde. Donc, bien évidemment, n'importe quel stimulus va modifier la structuration de l'eau. Mais ça ne veut pas dire pour autant que j'aurai une meilleure eau en ayant dit merci ou gratitude qu'avec 3 minutes de vortex. Quelque part, la meilleure énergie, c'est celle qu'on a en soi via son propre magnétisme. Donc, il y a des jours, après une méditation, je vais être centré, je vais poser mes mains, je vais faire une prière à l'eau. Ça va évidemment renforcer de manière radicale cette eau. Mais je ne suis pas centré tous les jours. Des fois, j'ai soif, je n'ai pas le temps de me mettre en méditation. Donc, il y a le côté, ce qu'on peut faire individuellement, et j'invite chacun à tester ses expériences, parce qu'il y a des choses très intéressantes à faire. Et gagner soi-même en énergie, c'est toujours une bonne chose. Donc, ça peut être dans les deux sens. Je donne mon énergie à l'eau, je prends l'énergie de l'eau, ou la mauvaise énergie de l'eau. Il faut faire attention justement à l'eau qu'on boit.
Et puis, il y a des jours, je fais plutôt avec la technologie parce que c'est plus simple et parce que voilà, c'est plus pratique. Hmm. Sur les carafes, j'avais vu quelque part qu'il y avait un problème de contamination microbienne. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Alors oui, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, la problématique du réservoir. Une eau filtrée, donc privée du chlore, en réservoir température ambiante, va développer les bactéries. Par contre, il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est que il vaut de toute manière mieux filtrer que de rien faire. Or, les journalistes ont tendance à dire, comme les écologistes politiques, l'eau du robinet est excellente, il n'y a pas à y toucher. Bon, alors, on a mauvaise conscience, on ne veut pas prendre du plastique, personne n'aime le plastique, donc on prend l'eau du robinet. Et puis quand même, cette eau, on a du mal à la boire, on ne se sent pas hydraté, elle irrite les muqueuses, sur la peau, c'est catastrophique. On pense que les problèmes de peau sont liés au calcaire. Nous, à Genève, on est en bordure du lac, il n'y a pas de calcaire dans le lac. La plupart des touristes qui arrivent à Genève, ils prennent une douche, ils peuvent être dans un 5 étoiles en bordure du lac, ils prennent une douche, ils ont la peau immédiatement irritée, asséchée. Ce n'est pas le calcaire le problème, c'est le chlore. Donc, il faut d'une manière ou d'une autre trouver le moyen d'enlever le chlore de manière à ne plus avoir cette eau très oxydante. Bon. Donc, n'importe quel filtre à charbon actif est en mesure d'enlever le chlore. Donc, il n'y a pas à dégager comme ça les carafes filtrantes. C'est une solution de base, mais c'est une solution budget intéressante. Par contre, il ne faut pas faire n'importe quoi une fois qu'on a filtré l'eau. On va idéalement placer cette eau filtrée dans un système de dynamisation, cruche à vortex par exemple, et puis la brite, on ne va pas citer la marque, mais la carafe filtrante vide, on va la mettre au réfrigérateur pour limiter la prolifération microbienne. Donc tout ça, on l'a nettoyé correctement, on a pris un nouveau filtre. Il faut changer régulièrement des filtres. C'est pas pour le business, le changement des filtres. C'est parce que il y a une capacité maximale du charbon à absorber les polluants. Au bout d'un moment, il y a des rigoles qui se forment parce que c'est du bas de gamme en granules. Donc l'eau passe toujours au même endroit. Et donc, les petits grains de charbon, ils prennent. Et puis, à un moment, ils vont tout relarguer. Donc, pour éviter le relargage massif qui, lui, pourrait être problématique, on change très régulièrement les cartouches. Alors, quand on a un petit peu plus de budget, on passe sur des solutions avec des plus grosses cartouches et on passe à du charbon non plus en granules, mais frité, plus compact. Et là, on a à chaque fois quelque chose de plus intéressant, mais il faut quand même régulièrement changer ces cartouches. Et donc, voilà, le vrai discours écologique, c'est ça. Ce n'est pas de dire l'eau du robinet, elle est écolo, il ne faut rien faire avec. Il faudrait dire cette eau, on fait ce qu'on peut par rapport aux contraintes techniques, économiques, politiques, voilà. Mais il vous appartient, quand elle arrive chez vous, après justement son circuit et ses tuyaux plus ou moins vétustes, il vous appartient de la filtrer et de la dynamiser. Si on fait ça, on se retrouve avec une qualité d'eau énergétiquement équivalente ou supérieure à la majorité des eaux en bouteilles plastiques. Et là, on peut éviter les bouteilles plastiques. Mais faire croire que l'eau du robinet est excellente comme telle, qu'on va se faire du bien en la prenant, non, on se sent bien qu'elle n'est pas bien, donc là, on a recours aux bouteilles plastiques. Si on arrive à améliorer l'eau du robinet, là, on n'a plus besoin de prendre sa voiture dans les embouteillages, pousser son caddie pour aller à l'hypermarché faire son plein de packs d'eau minérale, souvent d'ailleurs trop minéralisée, avec un problème après d'encrassement et de surtravail des reins. Alors, outre le fait que vous soyez auteur et consultant, vous êtes aussi l'initiateur d'un projet Retour à la source. C'est mentionné dans votre livre, page 197. Est-ce que vous pouvez nous en parler alors de ce projet? C'est un petit projet qui vise effectivement dans des magasins bio, dans des hôtels ou dans des entreprises, à créer des sources d'eau biocompatibles avec filtration et dynamisation en direct, sans réservoir. Pour la dynamisation, on utilise le meilleur système qui est sorti l'année dernière, de manière à offrir enfin la possibilité de faire sans plastique. Parce que, je ne vais pas faire le topo sur l'écologie ou le manque d'écologie justement du plastique, mais plutôt en termes d'énergie de l'eau, on se retrouve avec énergétiquement une eau bien supérieure à la majorité des bouteilles en plastique.
équivalente à une eau de montagne, donc une eau qu'on a vraiment plaisir à boire, on a envie d'en prendre un deuxième verre. Et l'idée est donc que le magasin s'équipe avec la technologie et vend des bouteilles en verre pour un remplissage ensuite qui sera gratuit et illimité. C'est ça la différence. Il y a des offres maintenant de vrac, d'eau en vrac, mais il faut payer pour le remplissage. On pousse la logique jusqu'au bout. L'eau est un bienfait à l'humanité. L'eau de qualité devrait être gratuite. Alors, par contre, il y a la technologie à financer, donc via l'achat des bouteilles en verre. Et donc, en partant de l'eau du robinet, à nouveau, on a la chance d'avoir quand même une eau potable sur tous les robinets. À l'échelle du monde, on est privilégié. Cette eau du robinet, on va la filtrer, on va la redynamiser. Et là, on pourra véritablement se passer de la majorité des bouteilles plastiques. Bon, très beau projet en tout cas. Je le mentionnerai aussi dans le lien. Alors, on trouve aussi pas mal de choses sur Internet ou dans le commerce liées aux symboles, aux ondes de forme, fleurs de vie. Qu'est-ce que vous en pensez de ces systèmes-là? Qu'est-ce que ça apporte à l'eau? Alors, à nouveau, l'eau changerait de structure 1000 milliards de fois par seconde, ce qui veut dire qu'on a forcément une modification de la structure de l'eau. Euh, la forme du récipient, le symbole du récipient, donc la fleur de vie qui est un symbole naturel, évidemment un symbole fort. Il y a d'autres symboles numériques ou autres, des fois des trucs totalement incompréhensibles, mais qui vont également donner une information très forte à l'eau et modifier sa structure. Un bon système, de toute manière, vous devez noter immédiatement en 30 secondes à 2 minutes une eau en bouche beaucoup plus douce, beaucoup plus soyeuse. Si vous ne notez rien, c'est que le système n'est pas suffisamment performant, pas suffisamment fort ou ne vous convient pas. À nouveau, l'important, c'est de trouver une eau agréable à boire pour boire suffisamment, assurer son hydratation. Quand on parle de la qualité de l'eau, certains mentionnent aussi l'influence des astres. Qu'est-ce que vous en pensez alors? Alors, il est bien évident qu'en électromagnétique et en énergétique, les astres sont primordiaux. Le Soleil, notamment, considéré par un certain nombre comme étant une bonne approche de dynamisation. Alors, peut-être pas dans des récipients en plastique comme dans des pays d'Afrique pour éliminer les bactéries de l'eau. Ça, c'est une technique de base de filtration, mais sans tenir compte du tout justement de l'énergétique. Or là, on cherche plutôt l'énergétique. Donc, ce serait plutôt a priori, parce que je n'ai pas fait plus d'expérience que ça, dans des bouteilles bleues, par exemple, ou indigo. Enfin, il y a des tests à faire à ce niveau-là, mais un verre un petit peu teinté. Puis après, alors là, il faut faire ces expériences, parce qu'il y en a qui disent qu'il faut l'exposer plusieurs heures, d'autres juste au niveau du lever du soleil. Il ne faut pas qu'il y ait de nuages, d'autres, ça n'a aucune importance. Bon, c'est clair que c'est en matinée qu'on a la meilleure énergie. Il suffit de se lever tôt le matin pour le constater. Donc, je pense que l'eau est également sensible à ça. Mais à nouveau, c'est plus compliqué toujours de faire ça, de même que de mettre un vortex dans l'eau avec une baguette que de recourir à la technologie. Donc, ceux qui ont le temps et puis qui sont curieux, ils vont faire leurs expériences. Et puis, ceux qui n'ont pas le temps, ils vont chercher la technologie qui leur correspond par rapport à un budget plus ou moins conséquent. Alors merci pour toutes ces précisions parce que là, de toute façon, je mettrai dans le commentaire de la vidéo, bien sûr, votre blog, et toutes les Merci. informations, qui sont, disponibles, qui sont, gratuites et qui sont généreusement fournies. J'aurais une dernière question quand même à vous poser sur toutes les eaux miraculeuses, dites miraculeuses, l'eau de Lourdes. Elles ont quoi de particulier? Qu'est-ce qui fait qu'elles sont miraculeuses? C'est physico-chimique, c'est énergétique, c'est finalement une croyance collective qui fait que ça marche? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est un petit peu de tout ça. Bon, j'ai pas, voilà, moi, je m'occupe généralement, enfin plutôt de l'eau de consommation courante. On prend l'eau du robinet chloré. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer et trouver enfin une eau qui nous plaît, bonne hydratation. J'imagine que les personnes qui sont à Lourdes, de même que les personnes qui sont à Évian, vont prendre l'eau à la source. C'est toujours la meilleure si on a une source près de chez soi, en vérifiant quand même les paramètres de minéraux, parce que les eaux thermales, c'est des cures de 21 jours. Donc,
Evian ne poserait pas de problème. Ce n'est pas une eau très fortement minéralisée, mais des eaux Saint-Thior ou autres, Vichy, Célestin, là, ça monte beaucoup plus haut. Et donc, en cure, 21 jours, pourquoi pas. En bouteille, avec des minéraux confloculés, sûrement pas. Bon. Les eaux de lourdes, oui, c'est une question intéressante. Est-ce que ce sont vraiment des caractères physico-chimiques à la base, ou est-ce que ce sont des caractères de structuration des molécules d'eau liés à l'ambiance très spirituelle du lieu depuis quand même maintenant pas mal de temps, et puis la croyance de ceux qui prennent cette eau que cette eau va leur apporter des bienfaits. Quand on la mesure, on constate effectivement que c'est une excellente eau d'un point de vue énergétique, pas physico-chimique, mais énergétique. Évidemment, ce n'est pas une eau qui est chlorée. Bon, donc déjà, elle est meilleure que l'eau qu'on a à la maison. Mais ensuite, effectivement, il y a une interaction forcément entre l'eau et ceux qui prient devant ou qui la boivent. Et c'est cet ensemble qui fait que l'eau de Lourdes est aussi spécifique. Il y a des eaux miraculeuses un peu partout dans le monde, ou dites miraculeuses. Alors, le miracle, c'est quand on n'explique pas. Bon, si ça venait vraiment de l'eau, je pense qu'on aurait réussi maintenant à l'expliquer. Donc, je pense qu'il y a forcément un paramètre spirituel supplémentaire qui se rajoute à tout ça. Mais en tout cas, voilà, la meilleure eau n'est pas forcément l'eau miraculeuse, c'est celle qu'on a plaisir à boire et qui va pouvoir concrètement et pratiquement, parce qu'elle est à notre disposition, servir d'autres consommations courantes. Et dans un deuxième temps, là, on peut chercher des eaux thérapeutiques, mais ça reste en deuxième phase parce que c'est des eaux plus spécifiques qui ne seront pas forcément à consommer tous les jours ou pas forcément à donner non plus à des enfants. En tout cas, on a fait un tour très intéressant de cette qualité de l'eau. Je pense qu'on en sait plus avec quelques mythes au passage plus analysés tels Emoto. Hein. C'est très beau, c'est très esthétique. Pour autant, si on veut de l'eau de qualité, il faut aller un peu plus loin que tout ça. Je rappelle votre livre aux éditions Médicis, La qualité de l'eau. Et là, vous avez enfin, vous passez en revue les meilleurs systèmes, hein, le NEC plus ultra avec tous les critères nécessaires dont on a parlé, tout ce qui est le coût, l'écologie, la dynamisation. Donc, c'est extrêmement complet. Benoît Saint-Giron, merci beaucoup pour votre participation. Merci Philippe, ce fut un plaisir. Et merci à tous pour cet épisode. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager. Je crois qu'on en a bien besoin. L'eau, c'est la base. À très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir. Merci, à bientôt.